Et donc là, c'est l'OVNI de Null Arbor. Et ça aurait été une réelle rencontre. Et il y a des témoins. Ah ah, qu'est-ce que vous dites de ça? Et AstronoGeek n'a pas traité de cet OVNI. Je suis sûr que c'est parce qu'il ne sait pas quoi en dire. Il est comme un rond de flanc, là, avec une vraie histoire, et du coup il met ça sous le tapis. Bon, je plaisante bien sûr, AstronoGeek, c'est un youtubeur que j'aime bien, je rate pas une de ses vidéos, d'ailleurs juste avant de commencer ce live, je vais regarder sa dernière. OVNI Null Arbor, non, c'est de Null Arbor, et tu vas voir pourquoi Null Arbor, c'est très intéressant. Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez extrêmement bien. Aujourd'hui je vais vous parler d'une affaire d'OVNI, l'une des affaires les plus incroyables qui s'est passée de toute l'histoire. Cette histoire d'OVNI, cette rencontre, elle va se passer en Australie, vous allez voir c'est vraiment un truc de malade. On est tombé sur cette affaire et je pense que vous allez vraiment être intrigués, ça peut faire un peu froid dans le dos. Alors non, pour le coup, c'est pas une histoire de crop circle, surtout que c'est en plein désert, donc là, tu risques pas d'avoir des crop circles. On est en janvier 1988 et une famille entière va subir une rencontre complètement incroyable. Ou plutôt, une agression inexplicable en pleine nuit sur la plaine désertique de Null Arbor en Australie. Leur voiture va être percutée, soulevée et recouverte d'une poussière étrange par un objet volant qui va pas être identifié. À ce jour, aucune explication rationnelle n'arrive à expliquer justement ce qui s'est passé pour cette famille. Alors la plaine de Null Arbor, c'est une des formations géologiques les plus impressionnantes et uniques d'Australie. Son nom, ça vient du latin nullus arbor, qui veut dire tout simplement pas d'arbre. Les peuples aborigènes qui vivent là-bas, notamment les Mirning, eux, ils l'appelaient souvent Undiri, ce qui veut dire sans eau. Ça vous donne un petit peu la base de l'endroit, pas d'arbre, pas d'eau. Désert total. Donc il s'agit d'une immense étendue de calcaire formée il y a des millions d'années par l'accumulation de sédiments marins lorsque la région était encore recouverte par un océan. Elle couvre environ 200 000 m², s'étendant sur les états d'Australie méridionale et d'Australie occidentale. Ça fait une superficie qui est à peu près équivalente à celle de la moitié de la France. Donc un désert qui fait la moitié de la France. Cette plaine de Null Arbor, elle détient un record mondial, car c'est la plus vaste zone karstique à substrat calcaire du monde. Sans rentrer dans de la géologie d'experts mondial, en gros c'est la région où les roches solubles, qui sont dissoutes par l'eau de pluie, qui sont légèrement acides, ont donné naissance à un vaste réseau de cavités, de grottes, des dolines et des passages souterrains. C'est un gruyère. Et d'ailleurs, il y a le système de grottes de Kunalda, qui est un site archéologique aborigène absolument majeur. Bien justement, il reflète bien cette géologie particulière. La surface de tout ce désert est quasiment parfaitement plat, sans relief marqué, ce qui donne au paysage une uniformité troublante, ce qui peut peser sur les gens qui le traversent, parce qu'en fait, tout est plat, il n'y a vraiment pas de relief, donc ça peut un peu vous hypnotiser. Et il y a... Eh ben, tu serais en Amérique, sur cette zone, ils auraient fait un casino. Et après, ils auraient fait une ville. Ils auraient appelé ça Las Vegas. Beaucoup de mirages aussi, parce que le fait que ce soit plat, voilà. Et donc pour traverser ce fameux désert minéral, vous avez une route principale qui a été construite dans les années 40. Elle s'appelle l'autoroute de Eyre, ou Eyre Highway. Elle relie Perth à Adélaïde sur plus de 1600 km. Cette route, elle est célèbre parce qu'elle a la portion la plus longue en ligne droite au monde, qui fait 146 km. Imaginez une route tout droit, sans virage, sans rien devant, de 146 km. C'est énorme. Quand vous conduisez sur cette route, c'est assez étrange parce que l'horizon, il semble figé. Les repères visuels, ils disparaissent et la monotonie, elle peut entraîner de la fatigue dangereuse. Donc c'est un facteur qui est souvent cité par les gens qui ne croient pas aux récits d'OVNI qui sont racontés sur cette route parce que... Donc là, tu vois, on était à là de la vidéo, je me suis dit, ok, truc tout plat, une route toute droite, dans un désert où bah, le paysage, il est constamment le même, avec une chaleur, parce que dans un désert, t'as de la chaleur. Je me dis quand même, c'est propice aux hallucinations, c'est propice à ce que ton cerveau imagine des choses, donc ça va être une rencontre que, voilà, qui est facilement explicable pour ça. Mais non, vous verrez à la fin de la vidéo, il y a des preuves physiques. Croisez pas mal apparemment. Et ils disent que c'est le fait que la route soit voilà, hypnotisante, les gens voient des trucs. Mais là, c'était particulier, vous allez voir que ça va au-delà de la petite hallucination. Cette vidéo, mes chers amis, elle est faite en collaboration avec N26, un service de banque en ligne que... Alors non, Tony, non, pas N26. Non. On a traité de cette banque la dernière fois, pas N26.
Sur cette route, vous avez quand même quelques établissements isolés qui permettent de faire une halte. L'un des plus connus s'appelle Mundrabilla Roadhouse, qui est situé à une quarantaine de kilomètres à l'est de la frontière entre l'Australie occidentale et l'Australie méridionale. Et c'est justement dans cette zone que la famille dont je vais vous parler a fait cette rencontre complètement incroyable. Tout ça la nuit du 20 janvier 1988. Faut savoir que le climat de New Labrador, il joue un rôle essentiel dans la compréhension des phénomènes lumineux qui sont parfois observés sur place. Parce que la région, elle est soumise à un climat désertique et semi-aride. Vous avez des étés qui sont torrides et secs, et des hivers qui sont plutôt doux, avec des systèmes de haute pression atmosphérique qui sont fréquents. Alors ça se traduit par un ciel qui est souvent parfaitement dégagé, vous avez peu de vent et une atmosphère très stable et transparente. Alors dans ces conditions, c'est pas rare qu'apparaisse une inversion de température, c'est-à-dire qu'une couche d'air chaud va se former au-dessus d'une couche d'air plus froide qui est proche du sol. Alors ce phénomène, il agit comme une lentille naturelle qui est capable de dévier les rayons lumineux, de la réfraction ou de la diffraction, mais aussi de créer des mirages spéculaires, comme on les appelle, notamment le fameux mirage supérieur que vous pouvez voir à l'écran, où des objets qui sont situés au-delà de l'horizon apparaissent flottants dans le ciel. Vous avez ainsi comme ça une lumière banale telle qu'un phare de voiture, ou les lumières d'une ville située un peu plus loin à 200 km, ou encore une étoile ou une planète brillante comme Vénus, qui peuvent apparaître dans le ciel sous une forme déformée, agrandie, parfois colorée de manière étrange, ou semblant se déplacer de manière erratique. C'est ce qui explique en partie les lumières mystérieuses qu'on peut être observées très souvent dans cette région. C'est tellement connu qu'on a même donné un nom à ce phénomène, puisque ce sont les lumières de Null Arbor. Null Arbor Light, ils appellent ça. Il y a aussi un autre record, c'est la ligne de chemin de fer la plus longue au monde qui fait 478 km de long sans un virage. Donc le train va vraiment tout droit. Mais maintenant, on va se plonger justement dans la rencontre qui a été faite avec la famille Knowles. La famille Knowles, elle est composée de Faye, la mère, et de ses 3 fils, Sean, Patrick et Wayne. On menait une vie simple dans la banlieue de Perth, en Australie-Occidentale. Faye, elle est âgée de 45 ans, elle travaille comme femme de ménage, elle élève seule ses garçons depuis la mort de son mari, survenu quelques années plus tôt. Sean, l'aîné, lui, il a 24 ans, il exerce le métier de mécanicien. Patrick, 21 ans, lui, il travaille comme ouvrier dans le bâtiment. Quant au Benjamin, le plus petit, Wayne, âgé de 18 ans, il vient de terminer le lycée et cherche son premier emploi. Faut savoir que cette famille tout à fait lambda ne s'intéresse pas du tout aux phénomènes ovnis, aux trucs paranormaux, ils s'en foutent. Aucun d'eux n'avait rapporté auparavant d'expériences inhabituelles ni fait preuve d'imagination excessive. Leurs proches décrivent au contraire une famille réaliste, concentrée sur les soucis financiers et la vie quotidienne, plutôt que sur les mystères du cosmos ou les apparitions étranges. Donc partant de là, déjà, on peut se dire, bon, c'est pas des folles dingos qui veulent inventer des histoires pour se faire mousser ou vendre des bouquins. Ça enlève déjà une grosse partie des suspicions. Alors faut savoir qu'au mois de janvier 88, la situation économique de cette famille va se dégrader. Ils ne trouvent pas de travail à Perth, surtout Wayne qui peine à trouver du travail après ses études. Face à ce problème d'emploi, ils vont décider de tous ensemble partir et d'aller vers Melbourne pour trouver un travail. Là-bas, ils ont de la famille éloignée qui les laisse entrevoir de meilleures perspectives. Ce type de migration interne, elle est plutôt fréquente en Australie, elle représente pour eux un espoir de renouveau et d'amélioration de leurs conditions de vie. Leur préparation pour le voyage, ça reflète un peu la galère dans laquelle ils étaient. Ils étaient incapables de financer un véritable déménagement, ils vont entamer... Et ils vont traverser un désert. T'as pas intérêt à tomber en panne en plein milieu du désert. T'es dans la merde. Passer dans leur voiture familiale leurs biens les plus importants. La voiture en question, c'est une Ford Telstar Sigma bleu de 82. Il faut savoir que cette voiture, c'est leur ressource la plus précieuse. Ils n'ont pas de biens de valeur plus élevés que ça. Sachant que c'est à moitié une poubelle déjà. Donc avant de partir, Sean, fort de son métier de mécanicien, il va vérifier soigneusement l'état mécanique de la voiture. Lui, il sait que s'ils partent sur Null Arbor et qu'ils ont un problème en plein milieu du désert, ils sont foutus. On est en 88, exact. Les gars. Les téléphones portables, c'est pas encore ça. Internet, c'est pas encore ça. Le satellite, tout ça, non. La moindre panne peut avoir des conséquences absolument dramatiques en raison de l'isolement extrême. Quand tout est prêt, accompagné de leurs 2 chiens. Et ça, tu vois, ça c'est pareil. Quand on parlait de déresponsabilisation tout à l'heure, aujourd'hui, tu te fais même plus chier en fait à vérifier ton véhicule. S'il y a un problème, il y a téléphone portable, il y a des secours de toute façon. Ça aussi, ça nous a pas mal déresponsabilisés. Ils montent dans la voiture, ils prennent la route pour ce fameux désert. 19 janvier 88, ils vont décider de partir de nuit pour des raisons techniques, notamment à cause de la température, parce qu'ils ont bien la climatisation dans leur véhicule. Le problème, c'est que ça consomme tellement, et vu qu'il n'y a pas de station essence tous les 10 mètres, il faut faire des économies d'essence, donc ils vont décider de partir de nuit. Déjà, ils mettront pas la clim. La famille, elle va prévoir quelques arrêts techniques dans de rares relais de la région, notamment ce fameux relais de Mundrabilla Roadhouse, mais aussi de Eucla, qui sont 2 points de passage incontournables pour les routiers et les voyageurs. Et là, ils vont pouvoir
acheter de l'essence, acheter de la nourriture, se reposer. Le départ de la banlieue de Perth a lieu à environ 23 heures. Peu à peu, le trafic urbain va s'effacer derrière eux. Les conditions météorologiques sont idéal, la vue est dégagée, il y a personne, là ils peuvent foncer. Sean il va prendre naturellement le volant pour le premier temps de conduite. Patrick lui s'installe à ses côtés sur le siège passager, tandis que Faye, la mère, et le jeune Wayne prennent place à l'arrière. Le premier kilomètre, ils vont se passer tout simplement, aucun problème. Vers 2h du matin, après plusieurs heures de route et avoir dépassé la ville de Northman, le point de départ officiel de la traversée de Null Arbor, les Knowles vont atteindre le premier relief annonçant le véritable début de la plaine désertique. Le décor il va changer radicalement de visage. Les dernières collines verdoyantes laissent place aux grandes étendues arides, plates et uniformes, caractéristiques de la plaine calcaire. La lune elle éclaire un paysage spectral, presque lunaire. Sean y maintient une vitesse d'environ 100 km/h. Et là, quand il a parlé de la lune, je me suis dit, ok, j'ai compris. La chaleur, la nuit, la lune, quelque chose de lumineux. Ils ont confondu un ovni avec la lune. C'est déjà arrivé. Hein. Alors, on peut se dire, les gens sont cons. Non. Non, en fait, avec les distorsions atmosphériques, etc., et là en plus en plein désert, comme il a expliqué, avec les reflets bizarres, ça aurait pu arriver. Allure qui est plutôt raisonnable pour cette route qui est rectiligne, mais où les kangourous et autres animaux nocturnes présentent un risque de percussion. Percussion ? Non, c'est très important tout ce qu'il dit avant, parce que justement, ça enlève pas mal de possibilités de tout ça, justement. Tu vois, tout ça, j'aurais pu me dire, bon, ça aurait pu être ça, ça aurait pu être ça, ça aurait pu être ça. Sauf que, on élimine tout ça, justement. Tu vas voir. À mesure que les kilomètres défilent, l'ambiance dans la voiture, elle devient plus calme. Wayne y finit par s'endormir, la tête appuyée contre la vitre. La mère, épuisée par les préparatifs et le stress des derniers jours, elle tombe elle aussi. Seulement Patrick et Sean vont rester éveillés. Évidemment, celui qui conduit, il ne dort pas. 4h20 du matin, ils sont en train de rouler dans leur bagnole chargée à bloc. Il fait nuit noire, la lune, c'est le seul éclairage qu'il y a avec leur phare. La famille Knowles, elle roule vers l'est, à environ 40 km à l'ouest du relais routier de Mundrabeya, le premier arrêt. Ce trajet nocturne, jusque-là plutôt routinier, va basculer dans l'extraordinaire. Sean, qui est au volant depuis plusieurs heures, il maintient une vigilance constante malgré la monotonie du paysage désertique et une fatigue qui commence à lui peser. C'est dans ces circonstances que l'événement impensable va arriver. Vous avez d'abord une lueur qui va se manifester au loin, une espèce de lumière bizarre au bord de la route. Alors Sean, il va d'abord l'interpréter comme les phares d'un camion qui roule en sens inverse. Une explication plutôt plausible sur cette voie fréquentée par les transporteurs reliant les côtes ouest et est. Voilà, ça commence à le faire dire. Donc là, je me suis dit, le mec est fatigué, lumière, phare, ça peut être ça. De l'Australie. Cette hypothèse qui était d'abord proposée va s'effacer peu à peu puisque ça devient de plus en plus étrange. Parce que cette lumière qui, normalement, aurait dû venir tout droit sur eux, elle va suivre une trajectoire un peu bizarre. Elle apparaît, elle disparaît par intermittence, donc ces caractéristiques incompatibles avec celles d'un véhicule conventionnel va commencer à déconcerter la famille. Sean, conducteur expérimenté, habitué à évaluer les situations routières, réalise que cette lueur ne correspond à aucun engin connu. Il va la décrire comme ceci, semblable à un œuf dans un coquetier. Fin de citation. Alors, d'environ 1 mètre de largeur, d'un blanc éclatant avec un centre jaune, l'incident il va atteindre son apogée lorsque la famille affirme que leur Ford Telstar va être littéralement soulevé de la chaussée par une force inexpliquée émanant de l'objet lumineux. Cet élément aussi spectaculaire que controversé divise évidemment profondément les observateurs entre... Bon là, pour moi, il s'est endormi au volant, il a fait une sortie de route. Jusque-là, pour moi, effectivement, comme vous dites, un témoignage, etc. Il s'est endormi, il a vu les phares, il a fermé les paupières, il s'est dit que c'était des lumières qui... Tu sais, quand t'as tes paupières qui se baissent, mais que tu restes un peu conscient. Il a interprété les phares comme des lumières, il est sorti de route, et il a eu cette impression qu'il se faisait enlever, machin, etc. On continue. Ceux qui y croient et les sceptiques. Alors l'expérience, elle va dépasser la simple observation visuelle. Faye, elle va rapporter, elle, une sensation particulièrement troublante. En tentant de toucher par la fenêtre ce qui semblait être la coque de l'objet, elle va décrire une surface douce, caoutchouteuse et chaude, sans être brûlante. Lorsqu'elle retire sa main, elle va la retrouver couverte... Bah ils sont tous réveillés, maintenant. Donc c'est pas une hallucination du conducteur.
d'une fine poussière noirâtre. Cette perception tactile confère une dimension physique concrète à l'événement, ce qui écarte l'hypothèse d'une hallucination puisqu'elle a de la matière qu'elle a récupérée sur cet objet qu'elle a touché, hein, le truc est venu à côté d'elle. D'après eux, évidemment à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde va flipper à mort. La panique s'empare du véhicule. Non mais tu m'étonnes, tu passes le bras, t'as un œuf volant qui te crache de la poussière noire dessus, il y a un problème. Alors Sean y perd momentanément le contrôle du véhicule sous le stress, mais il réussit finalement à remettre le véhicule sur le droit chemin. Après cet incident, la voiture elle va présenter des anomalies très étranges. Vous avez cette fameuse poussière noire qui la recouvre entièrement. Il y a des enfoncements, des indentations qu'on appelle ça, qui sont visibles sur le toit, et un pneu arrière qui a éclaté. Eux, ils sont totalement formels que toutes ces choses sont apparues juste après que l'objet se soit approché de leur véhicule. Chose encore plus étrange, c'est que cet événement, il s'est pas déroulé de manière totalement isolée. On est d'accord que tout ça, les indentations dans le capot, le pneu éclaté et tout ça, ça correspondrait à une sortie de route. Hein. On est d'accord. Hein. D'autres personnes qui ont vu des choses. Il y a un monsieur qui s'appelle Graham Henley, un chauffeur de camion expérimenté, qui roulait vers l'est, tout ça à une certaine distance devant les Knowles. Habitué au trajet nocturne sur la plaine de Null Arbor, il possède une connaissance approfondie des conditions routières et des phénomènes lumineux habituels dans cette région. Et lui va observer une lumière trop élevée pour être celle d'un camion ou d'une voiture. Et il va décrire pareil, une boule blanche avec un intérieur jaune. Arrivé à Mundrabilia, Bon là, on a le témoignage d'une personne qui n'était pas dans la voiture. Ah ah, ça se complique. il va constater l'état de la voiture des Knowles, qui est couverte de cendres semblables à du sable de silicium tout fin, dégageant une odeur de brûlé. Il remarque également 4 empreintes sur le toit et le pneu endommagé, corroborant ainsi le récit de la famille. Il y a un autre témoignage, mais cette fois-ci qui vient de pêcheurs, un équipage d'un tonnier qui pêchait dans les eaux de la grande baie australienne, à des centaines de kilomètres de l'autoroute évidemment. Et cette nuit-là, ils vont observer une lumière étrange décrite comme allongée verticalement. Cette description, elle présente une similitude frappante avec la forme en œuf dans le coquetier, qui avait été rapporté par Sean, suggérant un phénomène atmosphérique de grande ampleur ou plusieurs manifestations simultanées dans la région. Le fait est qu'il y a eu plusieurs témoins, à plusieurs endroits différents. On peut en penser ce qu'on veut, mais quand il y a beaucoup de personnes qui voient un même truc bizarre, c'est que cette chose s'est produite réellement, il y a peu de chances que ce soit une hallucination collective, la fameuse hallucination collective. La police, après avoir enquêté, ne conteste pas la sincérité du témoignage des Knowles, confortée par le récit d'autres témoins. Cependant, elle se trouve démunie face à l'étrangeté de l'affaire. Les sceptiques avancent l'hypothèse d'une petite panique de groupe, imputable à la fatigue après 13 heures de conduite, susceptible d'avoir altéré l'état mental des Knowles. Malgré ça, l'incident va attirer immédiatement l'attention des médias, avec des interviews télévisées diffusées dès le lendemain, mais aussi des articles publiés dans la presse internationale. C'est pas une petite affaire hein, qui est restée comme ça dans son coin, c'est un truc vraiment qui avait fait la une des journaux, hein, littéralement. Les descriptions convergentes de Graham Henley et de la famille Knowles, rapportées indépendamment depuis les positions différentes sur la route, renforcent la crédibilité d'un phénomène lumineux inhabituel. Le camionneur, lui, était plus éloigné de l'objet, il rapporte ni effet physique sur son camion, ni expérience aussi intense que celle des Knowles. Le témoignage des pêcheurs, bien que distant, apporte un élément supplémentaire. Eux, vu qu'ils étaient beaucoup plus loin, on est sur un indice du fait que la lumière, elle se reflétait finalement dans l'atmosphère et ça l'avait déformée de manière très allongée. La concentration des observations sur une période restreinte aux premières heures du 20 janvier 1988 suggère soit un événement ponctuel d'envergure régionale, soit des conditions atmosphériques particulières favorisant l'apparition de phénomènes lumineux inhabituels. Alors, si ça se trouve, il y a eu un phénomène lumineux que tout le monde a observé et une sortie de route. C'est tout à fait probable. Ça correspond à tous les témoignages, ça n'enlève pas l'hypothèse de la sortie de route. Quand cette famille voit cet objet tout près, quasiment sur leur véhicule, ils vont paniquer. Sean, il reprend le contrôle du véhicule et il se met à tracer le plus vite possible parce que, voilà, il a extrêmement peur. À ce moment-là, il faut savoir qu'ils ont leur pneu arrière qui a explosé, mais ils vont bombarder parce qu'ils veulent fuir hein, ce truc-là, qui les a plus ou moins attaqués, on va dire. Mais ils savent que leur pneu explose. C'est là, moi, que ça m'a posé un souci. Tu bombardes avec un pneu éclaté, tu fais comment? Vous avez déjà roulé avec un pneu à plat? Là, moi, là, il y a un truc qui va pas, là.
Il faut qu'il s'arrête parce que ça peut être très dangereux évidemment. Cette fameuse poussière noire retrouvée sur la main de Faye et sur le véhicule va devenir une obsession durant leur fuite. Perçue comme une preuve tangible de leur rencontre avec l'objet, cette substance, elle renforce leur conviction d'avoir vécu une expérience hors du commun. Alors dans la voiture, ils vont pas arrêter de parler justement de cette poussière là qu'ils ont sur les mains. Ils se disent mais qu'est-ce que c'est que ce truc là qui nous a envoyé littéralement. La conduite de Sean pendant cette fuite, elle traduit l'impact psychologique profond de l'événement. D'ordinaire prudent et respectueux des règles de conduite, il pousse la voiture à des vitesses dangereuses malgré l'état critique du pneu. En fait, ils vont prendre la décision tous ensemble, hein. C'est la panique totale, hein. Là, ils sont complètement paniqués, la mère, elle est sous le choc, elle arrive à peine à parler. Ils vont décider tous ensemble de pas s'arrêter malgré le pneu éclaté. Les autres écrient, mais vraiment, c'est le bordel. Durant leur fuite, ils sont en train de regarder le ciel en espérant que cette lumière ne revienne pas. Et donc, ils vont continuer comme ça, le plus loin possible, pour échapper à cette chose qu'ils viennent de voir. Puis oui, Sophie, comme tu dis, à l'époque, les roues de secours, ça existait encore. Mais bon, peut-être que dans la panique, ils ont pas voulu sortir à cause de la lumière qui pourrait les enlever, on sait pas. Mais là, rouler avec un pneu éclaté... Ouais. Mais attendez, on n'est pas encore rendu au bout. Finalement, la famille Knowles, elle va arriver vers 6h du matin à Ceduna. Cette petite ville côtière de l'Australie, elle constitue le dernier bastion de civilisation avant la traversée de Null Arbor pour les voyageurs qui viennent de l'Est. Dès leur arrivée dans cette ville, les gens... ils vont constater qu'ils sont bizarres puisqu'ils sont recouverts de poussière. Leurs visages y portent les traces d'une nuit d'angoisse totale, ils sont pâles, tirés, les yeux hagards, leurs vêtements sont froissés, leur comportement trahit d'un stress extrême. La famille, elle ne cherche pas à... Alors, il reste cette histoire de poussière. Cette fameuse poussière noire. Or, ils sont dans un désert de calcaire, qui ferait une poussière blanche, normalement. dissimuler sa détresse, et au contraire, elle semble sentir un besoin urgent de partager son expérience traumatisante. Donc ils vont s'arrêter dans cette ville, déjà parce qu'ils ont un pneu éclaté, et puis parce qu'ils viennent de vivre un truc terrifiant. Et ils veulent absolument raconter ce qu'ils viennent de vivre, parce que voilà, ils sont vraiment traumatisés. Alors les premiers interlocuteurs des Knowles sont des employés d'une station-service, où ils font examiner leur véhicule. Les mécaniciens, qui sont habitués aux voyageurs fatigués de la traversée de Null Arbor, immédiatement frappés par l'état particulier de la famille. Le récit confus au départ, il va se structurer à mesure que les Knowles répètent leur histoire. Ils décrivent un objet ovale et lumineux qui les a pourchassés, a heurté leur voiture à plusieurs reprises et l'a soulevée littéralement du sol, la faisant vibrer violemment avant de la reposer sur la route. Rapidement, les habitants alertés par ces échanges posent des questions et propagent l'histoire. Peu après leur arrivée dans cette ville, ils vont finalement décider d'aller voir la police pour raconter. Alors on en était à cette histoire de poussière noire. S'ils avaient fait une sortie de route, on est dans un désert calcaire, il y aurait de la poussière blanche sur la voiture. Leur histoire. Parce que voilà, ils se demandent est-ce que c'est pas quelqu'un qui a essayé de nous agresser. Cette démarche, motivée par l'urgence et le désarroi, elle marque un tournant dans l'affaire. Parce qu'au poste de police de Ceduna, ils rencontrent des officiers habitués aux plaintes routinières, mais peu préparés à un récit aussi inhabituel. La famille, elle décrit l'objet lumineux, le bruit oppressant, la sensation de lévitation, mais aussi les dommages subis par le véhicule que les policiers vont constater. Les policiers vont donc aller faire le tour de la voiture, ils voient le pneu éclaté, les enfoncements dans le toit, cette poudre noire là qui recouvre le véhicule. Enfin, du moins, ils ont du mal à expliquer pourquoi cette poudre, elle est collée à la peinture, quoi. Enfin, c'est pas vraiment collé, mais elle est fixée. Les policiers, ils sont étrangement conscients de la singularité du témoignage, et ils vont transmettre l'information à leurs supérieurs et à des enquêteurs spécialisés, notamment dans des phénomènes qu'on a du mal à expliquer. Comme nous, en France, ici, on a un truc qui s'appelle le GEPAN, pas du tout un truc mystique, c'est un truc officiel d'État, hein. Parce que quand on parle d'OVNI, on parle pas forcément d'aliens, hein. Ça peut être des objets militaires d'autres pays qui viennent surveiller, des choses comme ça, donc il faut voir ce que c'est parfois. Donc c'est important d'étudier les choses qu'on a du mal à expliquer. Parce que si on le fait pas, finalement, on ne saura jamais. Mais bref, à ce stade, il n'y a aucune enquête approfondie qui n'est encore lancée, laissant les Knowles dans l'attente. Partagés entre le besoin de validation et la crainte de ne pas être pris au sérieux. Le chef de la police de Ceduna, le sergent Jim Furnell, ça va être le premier officier à consigner leur déclaration officielle, notamment la cohérence et la détresse palpable des témoins au moment où ils ont raconté leur histoire. L'histoire des Knowles, ça ne reste pas confinée à Ceduna, parce que dès le lendemain, vous avez des journalistes qui vont être alertés par les rumeurs locales, qui vont débarquer pour prendre l'affaire et en faire des écrits. Il y a un premier article dans un journal régional qui présente leur expérience comme une rencontre rapprochée dans le désert. Cet article, bien que un peu sensationnaliste, il va attirer l'attention des médias nationaux. Voilà, vous voyez, l'affaire elle commence à prendre de l'ampleur de plus en plus. Comme nous en France, on a quelques affaires, je sais plus, il y en avait un qui s'était posé dans un champ de lavande là. Et vous avez des affaires comme ça qui marchent un peu
peu plus que d'autres. Bon, Celle-ci, elle a été débunkée par Astronogeek, par exemple. rapidement, des équipes de télévision et des reporters de grands journaux australiens vont converger vers cette ville pour interviewer la famille. À ce moment-là, la famille, elle va se retrouver sur les feux de la rampe, ils sont complètement mis en avant, et leur histoire, elle prend vraiment une ampleur nationale, voire internationale. Et cette famille, qui était initialement réticente à participer à ces choses-là, vont finalement aller sur des plateaux télé pour faire des interviews. On va constater qu'ils sont plutôt sincères, et que c'est pas forcément le genre à inventer ce genre de choses, et la plupart des gens sont convaincus par leur récit. Parallèlement, il y a des organisations comme l'Australian UFO Research Network ou l'UFORN, menée par des chercheurs comme John Hochtel et d'autres qui contactent cette famille pour recueillir leurs témoignages de manière plus rigoureuse. Ils vont examiner la voiture, prélèvent des échantillons de la poussière mystérieuse, et ils découvrent d'autres dommages, notamment un dôme sur le toit, où justement la famille avait senti l'objet écraser leur voiture. Ils décrivent une sensation comme si la voiture était poussée vers le haut, comme si elle était aspirée. Leur conclusion, elle penche fortement en faveur de l'authenticité de l'événement en tant que rencontre inexplicable, faisant de l'incident. Alors ça, c'est bizarre. Tu vois, par exemple, si ils avaient fait une sortie de route et qu'ils s'étaient... tu vois, ils avaient fait des tonneaux, je ne sais quoi, le toit, il serait enfoncé. Il ferait pas un dôme. Donc ça, c'est bizarre. Et il y a toujours cette histoire de poudre noire. De Null Arbor, l'un des cas ovnis les plus documentés et les plus convaincants de l'histoire, notamment de l'Australie, mais aussi du monde entier. Bon, après, ça met un peu d'eau à leur moulin, les mecs sont dans l'UFO Research Network, donc voilà, toute proportion gardée. Sauf que cet événement, il va dépasser l'intérêt, justement, de l'UFO Research Network, puisque des scientifiques vont venir analyser tout ça. Notamment, cette fameuse substance qui a été retrouvée sur le véhicule et que la mère avait touché avec sa main. Et donc cette poudre va être envoyée à un ancien scientifique de la NASA qui s'appelle Dr Richard Haynes. Le temps passe, les analyses finalement vont arriver. Elles paraissent déjà de prime abord un peu décevantes, parce que le matériau est composé principalement d'éléments qu'on retrouve souvent sur Terre, comme par exemple de l'oxygène et du silicium, qui sont les deux composants majeurs de la silice, SiO2 je crois, hein, ouais c'est ça, mais aussi du chlorure et du sodium, qui associés forment le chlorure de sodium, vous l'aurez deviné, qui est tout simplement du sel de table, mais aussi du carbone, qui est l'élément fondamental qu'on retrouve partout, et duquel on est constitué principalement. Nous sommes du carbone les amis, et de l'eau. Beaucoup d'eau. Et du gras, un peu de gras aussi. Ouais. Évidemment, rien dans cette liste ne montre de matériaux exotiques qu'on aurait aimé découvrir. Ça ressemble à un résidu terrestre, tout ce qu'il y a de plus banal. Sauf qu'on va découvrir un élément qui va tout faire basculer, puisque c'est un élément, un matériau extrêmement rare, peut-être même le plus rare sur Terre. On va retrouver des traces d'astate. L'astate, les amis, c'est pas un élément comme les autres, parce qu'il détient un record, c'est justement l'élément naturel le plus rare de la croûte terrestre. Alors pourquoi on ne le trouve nulle part et qu'il est extrêmement rare? Eh bien, il y a plein de raisons. Parce que c'est un élément hautement radioactif qui se désintègre très rapidement. Sa demi-vie, elle est seulement de 8 heures. C'est-à-dire qu'au bout de 16 heures, c'est là où ça me pose problème, c'est que même s'ils avaient voulu faire une histoire, machin et tout, et faire croire à ça, à quel moment ils auraient eu accès à ce truc-là? C'est là où ça a commencé à me faire tiquer, à me faire dire, faudrait peut-être qu'on le regarde ensemble, ce truc-là. vous n'avez plus rien. L'élément a disparu totalement, ou il s'est transformé en autre chose. Notamment pour son isotope 210 AT. On a estimé à peu près la quantité d'astate qu'il y a dans toute la Terre entière, hein, dans la croûte terrestre. On estime à peu près qu'il y en a seulement quelques grammes sur toute la planète. Donc autant vous dire que c'est rare. En fait, il n'existe pas vraiment à l'état naturel de manière concentrée. On peut en trouver des atomes ici à droite à gauche, mais si vous en trouvez un gros paquet à un endroit, c'est qu'il a été fabriqué, ou du moins concentré. C'est un produit fugace de la chaîne de désintégration de l'uranium et du thorium, qui sont des éléments enfouis profondément sous terre. On peut constater que cette poudre a été déposée finalement il n'y a pas si longtemps, puisque si ça avait été un produit ancien, il aurait complètement disparu. Donc là, le labo a pu le détecter. Alors il y a un contexte géologique qui est aussi incompatible qu'on a du mal à expliquer. Retrouver de l'astate naturelle en surface dans le désert de Null Arbor est géologiquement absurde. Cette région, c'est une vaste plaine calcaire aride et plate, sans activité volcanique récente, ni gisement profond d'uranium ou de thorium, qui pourrait en être la source. Donc explication mise de côté, ça vient pas du sol de ce désert. En industrie, l'astate, elle n'a aucune application industrielle. Sa rareté et sa durée de vie minuscule la rendent inutilisable dans aucun processus de fabrication. Alors en médecine, vous avez certains isotopes d'astate qui sont étudiés, notamment en médecine nucléaire, pour la radiothérapie ciblée. Sauf qu'ils vont être produits artificiellement dans des accélérateurs de particules ou des réacteurs nucléaires, en quantité absolument infime et sous contrôle très strict. Et ils sont utilisés directement, voilà, parce que c'est tellement instable, voilà, ça se décompose. Et donc c'est inconcevable qu'un échantillon de ce type se retrouve par hasard sur une voiture dans un
désert australien isolé. Ça n'a pas de sens. Là, les chercheurs, ils sont face à quelque chose de bizarre puisqu'ils ne savent pas d'où ça vient. Évidemment, la théorie de personnage venu d'ailleurs dans un vaisseau qui est venu se poser sur ce véhicule, c'est la théorie la plus populaire et c'est celle qu'on voudrait, parce qu'on adore. Tu vois, ça, moi, jusqu'à la fin, j'étais comme toi, Alpha, dire tout s'explique. Et il reste ça. Ce truc qui fait que c'est pas des Pékins lambda qui auraient pu mettre ça sur la bagnole. C'est ça qui me fait bugger. Ça. Les fans d'ufologie, ils voient la preuve matérielle d'un survol ou d'un contact avec des ovnis venus d'une autre planète. La substance noire, ce fameux astate mélangé avec de la silice, étant interprété comme un résidu de propulsion ou un matériau exotique non terrestre. À l'opposé, l'hypothèse sceptique avance une explication terrestre, suggérant une méprise avec un phénomène naturel rare, comme une forte décharge électrique atmosphérique, ce qu'on appelle une fulgurite ou une météorite, bien que cela n'explique pas pleinement l'astate qui a été retrouvé. Il y a une autre piste qui est un petit peu plus conspirationniste qui évoque un essai secret militaire ou technologique impliquant une propulsion nucléaire avancée ou des armes à énergie dirigée qui auraient involontairement affecté la famille Knowles. Et enfin, cette fameuse hypothèse de l'hallucination collective. Bon, ça, c'est toujours les explications qu'on retrouve. Des tests secrets de l'armée, des aliens, des hallucinations collectives. C'est toujours pareil, on a du mal à expliquer. Alors, faut savoir que aucun des 5 membres de la famille n'a jamais varié dans son récit ou exprimé le moindre doute sur la nature extraordinaire de ce qu'ils ont vécu ensemble. Et ce, malgré les dizaines d'années écoulées depuis, 1988, ça date. Il n'y a aucun membre de la famille qui a essayé de monétiser leur histoire et de faire de l'argent sur ça, donc peut-être que ça prouve encore une fois que ce qu'ils racontent, c'est pas forcément que des bêtises. Aujourd'hui encore, personne n'a d'explication sur pourquoi on a retrouvé de l'astate, qui est un produit qu'on ne trouve tout simplement pas dans la nature. Mais alors, la grande question, mes chers amis, c'est que s'est-il passé cette nuit-là? Évidemment, je vous attends en commentaire. N'oubliez pas. Et ben voilà, donc pour moi, la dernière solution qui reste, c'est une météorite. Mais pourquoi on n'aurait pas retrouvé de traces d'impact de cette météorite? Eh oui, mais oui, comme tu dis, Alphadir, oui. Toi, tu veux bien, mais pourquoi les aliens n'iraient voir que des pécores perdus dans un coin paumé? Ben, j'en sais rien, je suis pas un alien, moi, que veux-tu que je te dise? Je dis juste que ce témoignage, jusqu'au bout, j'ai dit, tout est explicable, et il y a eu ce truc-là, qui fait que, ben, je sais pas. Je sais pas. Et moi, tu vois, ça, j'aimerais bien que ça, Astronogie qui me le débunk. Parce que là, ça, ce truc-là, voilà, il y a eu quand même l'équivalent du GEPAN qui s'est posé dessus, un mec de la NASA, et des équipes scientifiques. Alors ça, c'est le récit. Enfin, ça, c'est tel qu'il s'est raconté. Mais tu sais bien qu'avec Astronogie, quand il reprend les trucs, c'est... sauf que... Donc voilà, nous, on a que ça. Nous, on a que ça pour se baser dessus. Ben, la stat, c'est pas censé être là. Tous les jours, il arrive des trucs bizarres qui s'expliquent plus ou moins. Ouais, plus ou moins. Mais là, ça fait depuis 88 qu'ils expliquent pas. Et pourtant, t'as eu des équipes scientifiques dessus.